Bienvenue donc dans ce chapitre l'approvisionnement du corps en nutriments avec aujourd'hui un thème un peu particulier puisque nous allons partir dans le temps voir des expériences historiques sur la digestion. Avant quelques rappels, nous avions vu donc dans la partie précédente, le grand 2, que les aliments donc traversaient le tube digestif, c'est-à-dire la bouche, l'œsophage, l'estomac, ensuite l'intestin grêle, le gros intestin et des excréments ressortaient par le rectum. Nous avions vu aussi dans le petit 2 du même paragraphe que les aliments subissaient des transformations mécaniques, ils étaient mâchés, puis ensuite brassés dans l'estomac, et enfin ils subissaient une progression intestinale. Donc il y avait des transformations effectivement mécaniques. Mais nous nous étions posé la question de savoir à quoi servait cette salive, ce suc gastrique, ce suc pancréatique ou ce suc intestinal, voire la bile, au cours du trajet donc dans le tube digestif. Donc on se posait la question dans ce petit 3 du paragraphe grand 2, quelles étaient les principales transformations donc chimiques subies par les aliments. À partir de maintenant, donc vous allez écrire, j'ai remis une représentation qui ressemble à votre cahier, à une feuille de cahier, et donc dès que vous verrez ce logo, donc vous écrivez le cours. Donc on est bien dans ce petit 3, comment les aliments sont-ils transformés en nutriments, on parle bien des transformations chimiques, avec un tout petit peu d'histoire d'abord. Donc sur cette page, vous allez reproduire donc la petite frise chronologique, et vous allez donc installer le nom donc, de ces scientifiques. Alors, dans l'ordre chronologique, nous avons d'abord les travaux de Borelli, donc de Giovanni Borelli, qui est un Italien, 1608-1672 pour ses dates de naissance. Il s'agit d'un physicien, philosophe, mathématicien, astronome, historien des mathématiques, entomologiste, médecin et inventeur italien, mais principalement surtout très intéressé, très curieux et qui est connu pour une expérience sur la digestion. Ça a ouvert, donc ça a été les prémices de recherche qui ont été reprises donc par ensuite dans l'ordre chronologique René Antoine Ferchaud de Réaumur, 1683-1757 pour les dates de naissance. Il s'agit d'un entomologiste, physicien, mathématicien, météorologue, naturaliste français qui s'est intéressé aussi au phénomène de digestion. On verra aussi que à ce moment-là, et depuis ce moment-là, et même depuis les expériences de Borelli, la notion de bien-être animal n'existait pas, vous le verrez. Les travaux de Réaumur ont été repris ensuite par Lazzaro Spallanzani, qui est un Italien aussi, 1729-1799. Donc Lazzaro Spallanzani est un prêtre, biologiste, zoologiste, physicien, naturaliste, professeur d'université, entomologiste et botaniste. Donc l'abbé Spallanzani est connu pour ses travaux sur la digestion, d'autres aussi, mais on le retrouvera l'année prochaine en 4e avec ses travaux sur la reproduction sexuée. Et enfin, dernier à s'être intéressé donc à ce phénomène, dernier dans notre histoire, à s'être intéressé et à devoir définir ce qu'est effectivement la digestion en tant que transformation chimique, c'est le médecin militaire, chirurgien de l'US Army et physiologiste William Beaumont, 1785 et 1853, qui a vraiment défini la digestion telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà pour la présentation des personnes. Maintenant, au niveau de la façon de travailler, vous allez voir que ce sera surtout beaucoup d'exercices et qu'à la fin donc, de la vidéo, vous aurez un texte à copier, un bilan à copier. Donc les exercices, je mets les documents, je mets les questions et vous arrêtez la vidéo, vous essayez de répondre aux questions à partir de ce que vous avez à l'écran et après, vous remettez la vidéo et vous aurez les réponses. D'accord? Donc on va faire un petit peu comme Dora l'exploratrice. Ce que tu vois Shipper, sauf que là, c'est pas Shipper qu'il faut trouver, c'est les réponses. D'accord? J'espère que vous avez compris. Je pose des questions, je mets le document, et ceux qui veulent chercher les réponses, alors soit vous les écrivez dans votre cahier, soit vous les mettez sur une feuille à part, et vous pouvez recommencer l'exercice autant de fois que vous voulez. D'accord? Alors c'est parti, on y va pour le première expérience historique avec évidemment notre cher Giovanni Borelli. On est donc au... Cherchez voir combien. Vous avez trouvé la réponse? On est au XVIIe siècle, bien sûr, puisqu'on a une des théories de l'époque, celle de Giovanni Borelli, qui observe que les poules se nourrissent de graines et de petits graviers et que leur gésier parvient à broyer les graines. Pour lui, les mouvements du gésier suffisent à digérer les graines. Il affirme alors que nos aliments sont digérés par broyage, grâce à nos dents, puis par la paroi de notre estomac, animée de mouvements grâce à ses muscles. La question que je vous pose sur ce petit texte, c'est, à ton avis, quelle expérience Borelli a-t-il réalisée avec des poules pour prouver que les aliments étaient digérés seulement par broyage? Je te donne un indice, il avait à sa disposition des poules et des billes en verre. Moi, je vais continuer mon explication. Toi, tu peux couper la vidéo maintenant et commencer à chercher. Si tu veux la réponse, tu remets la vidéo. Correction,
Borelli a donné des billes de verre à manger à des poules, d'accord, et il a regardé ensuite dans leur fiente et s'est rendu compte que ces billes avaient été broyées par les graviers qui étaient présents dans les gésiers des poulets. Donc il en a conclu qu'effectivement, les aliments sont digérés par broyage, point final. D'abord dans la bouche et après dans les mouvements de l'estomac. Plus tard, on arrive aux travaux de René-Antoine Ferchaud de Réaumur, naturaliste français qui ne croit absolument pas à cette théorie. Il étudie alors la digestion sur des rapaces qui ont la particularité de rejeter par le bec les aliments non digérés. C'est ce qu'on appelle les pelotes de réjection. Il utilise comme rapace la buse. Regarde bien ce petit document. C'est l'expérience historique de Réaumur, et là c'est son discours qu'il lit devant l'Académie des sciences en 1750. Je plaçai dans un gros tube en fer blanc ouvert par les deux bouts un morceau de viande qui l'égalait presque en longueur, et qui n'avait guère que le tiers de son diamètre. Le tube ainsi garni de viande fut donné à la buse pour son premier déjeuner à 7 heures du matin. Ce ne fut que le lendemain que je trouvai le tube qu'elle venait de rendre. Il avait toute sa rondeur, on ne découvrait sur sa surface extérieure aucune trace de frottement. Le morceau de viande avait été réduit peut-être au quart de son premier volume et de son premier poids. Ce qui en restait était couvert par une espèce de bouillie, venue probablement de celle de ces parties qui avaient été dissoutes. Le reste de la chair avait perdu de sa consistance. En la tirant doucement avec la pointe d'un canif, on la mettait en charpie. Son odeur n'était point celle de la viande pourrie, elle en avait pris une qui n'avait rien de si désagréable. Il est donc incontestablement prouvé que la viande peut être digérée dans l'estomac des oiseaux carnassiers sans y avoir été broyée, mais sans même y avoir souffert des plus légers frottements. Voilà le texte un peu compliqué de M. Réaumur. Je vous pose 5 questions, excusez-moi. D'abord, dire quelle est la particularité de la digestion des rapaces. Question 2, recopier et compléter ce schéma de l'expérience de Réaumur, celui-là, au début et à la fin. Donc vous mettez, en fonction de ce qui est écrit dans le texte, à quoi ressemble donc la viande à l'intérieur du tube. Question 3, donner le résultat de l'expérience. Question 4, interpréter. Donc donner le résultat, c'est je vois que. Interpréter les résultats, c'est j'en déduis que. Et expliquer pourquoi, grâce à Réaumur, on peut affirmer que Borelli avait tort, et donc la digestion n'est pas qu'une question mécanique. Vous pouvez arrêter la vidéo, répondre aux questions, et moi, je continue. Vous mettez la vidéo, et là, je donne les réponses. Correction. La particularité de la digestion des rapaces, c'est qu'ils rejettent les aliments non digérés dans des pelotes de réjection. Donc tout ce qui ne sera pas digéré va ressortir par la bouche. Ensuite, question de recopier et compléter ce schéma de l'expérience de Réaumur avant et après. Au début de l'expérience, on a ce tube dans lequel on a placé un morceau de viande, d'accord. Et à la fin de l'expérience, la viande a été réduite au quart de son volume et de sa longueur, et autour, on a une sorte de bouillie. Voilà donc pour l'aspect des tubes à l'entrée et à la sortie de la buse. Hein. Sortie, c'est-à-dire que c'est régurgité, hein, ça passe par la bouche. Donner le résultat de l'expérience, je vois que la viande a été réduite d'un quart de son volume, mais le tube est resté intact. Ça, c'est important. Interpréter les résultats de l'expérience. Bon, j'ai oublié une lettre. J'en déduis que la viande a été réduite en bouillie. Et réduite en bouillie par quoi? 3 petits points. Par les sucs gastriques, bien sûr. Expliquer pourquoi, grâce à Réaumur, on peut affirmer que Borelli avait tort. Réaumur montre que la digestion est un phénomène chimique, d'accord, et pas le résultat d'un broyage, comme le croyait Borelli. Voilà donc ce qui a permis, les avancées qui ont permis de faire Réaumur. Effectivement, on s'avance tout doucement vers quelque chose de beaucoup plus réaction chimique, plus que réaction mécanique. On va s'intéresser au troisième scientifique cette fois. Donc, expérience historique de Lazzaro Spallanzani, notre abbé Lazzaro Spallanzani. Donc, pour étudier la digestion humaine, Lazzaro Spallanzani, abbé et professeur d'histoire naturelle à l'université de Pavie, récupère sur des animaux, puis sur lui-même, un peu de liquide de l'estomac. Soit en attachant des petits cubes en éponge à des fils avant de les faire avaler à un oiseau, c'est ce que vous avez dans l'image, puis de les récupérer en tirant sur le fil, ce qu'il veut c'est évidemment le liquide gastrique, ou alors en se faisant lui-même vomir à jeun. Bon appétit. Alors, puis il expérimente avec cette substance récupérée dans l'estomac. À cette époque-là, on avait peur de rien. Alors, voici ce qu'il écrit en 1787. J'en fis entrer, évidemment, il parle du liquide de son estomac, qu'il appelle suc gastrique, ou le liquide qu'il a récupéré donc de l'estomac des oiseaux. J'en fis entrer dans un tube en verre.
Je mis avec ce suc quelques brins de chair. Je le plaçai dans un fourneau où l'on éprouvait à peu près la chaleur de mon estomac. J'y mis aussi un tube semblable avec une égale quantité de chair, mais je le remplis avec une quantité d'eau qui était la même que celle du suc gastrique pour me servir de terme de comparaison. Voici les événements que j'observai. La chair qui était dans le suc gastrique commença à se défaire avant 12 heures. Et elle continua insensiblement jusqu'à ce que, au bout de 35 heures, elle ait perdu toute consistance. Il n'en fut pas de même dans le petit tube où j'avais mis de l'eau. La plus grande partie des fibres charnues, plongées dans l'eau, était encore entière au bout du 3e jour. Voilà donc pour les travaux de l'abbé Spallanzani. 6 questions cette fois. Dire de quel scientifique Spallanzani reprend les travaux. J'écris comme un coche sur mes souris à défaut dans mon document. On reprend les travaux. Ensuite, recopier puis compléter ce schéma d'expérience de Spallanzani en indiquant les produits qu'il met dans chaque tube. Donc vous complétez évidemment les 3 flèches qui sont là. Donner les résultats de l'expérience, je vois que. Interpréter les résultats de l'expérience, j'en déduis que. Dire à quoi sert le tube numéro 2, c'est-à-dire celui-là. Et puis dire si l'hypothèse de Spallanzani est vérifiée. Vous pouvez donc arrêter la vidéo, chercher, d'accord, répondre aux questions au brouillon sur votre cahier, et moi, ensuite, vous remettez la vidéo et je vous donne les réponses. La correction maintenant. De quel scientifique Spallanzani reprend-il les travaux? Eh bien, il reprend les travaux de Réaumur. Recopier puis compléter ce schéma de l'expérience de Spallanzani en indiquant les produits qu'il met dans le tube. Premier tube, il met donc le liquide de son estomac, donc le suc gastrique avec la viande. Dans le deuxième tube, il met donc le même morceau de viande, mais avec de l'eau cette fois. Les résultats sont les suivants. Je vois que dans le tube numéro 1, au bout de 12 heures, la chair se défait. Et je vois qu'au bout de 35 heures, tout est liquéfié. Je vois dans le tube numéro 2 que la viande est restée intacte. Voilà donc pour les résultats de l'expérience. J'interprète les résultats. J'en déduis que le liquide gastrique a dissous la viande, donc qu'elle est liquéfiée. Le tube numéro 2 ici va servir de ce que lui appelle le terme de comparaison. C'est ce que en physique-chimie ou en SVT, on appelle le tube témoin ou expérience témoin. C'est ce qui va permettre de conserver les conditions de départ. Comment était la viande au début pour pouvoir comparer. D'où l'utilisation de l'expression terme de comparaison. C'est ce qui maintient les conditions de départ, ce qui nous permet ensuite de comparer et d'être sûr de pouvoir prouver que c'est bel et bien le suc gastrique qui agit. Dire si l'hypothèse de Spallanzani est vérifiée, son hypothèse est en partie validée, car la digestion est un phénomène chimique, mais attention, il y a aussi les phénomènes mécaniques de brassage gastrique, ce que lui ne voit pas. Donc ce phénomène chimique est facilité par les phénomènes mécaniques. D'accord? On y va pour les expériences cette fois, donc de monsieur William Beaumont. Alors, on y va. Oh, c'est plus proche. On est au début du 19e siècle. Un accident a fait progresser les connaissances sur la digestion. Donc, n'oubliez pas que William Beaumont est un chirurgien militaire, d'accord, de l'US Army. Eh bien, un trappeur canadien, Alexis Saint-Martin, avait eu l'estomac perforé par une balle. Il guérit, mais il en garda une perforation de 6 cm. Vous la voyez ici donc sur l'image, sous la poitrine, perforation de 6 cm, qui laissa son estomac en communication avec l'extérieur. Le médecin William Beaumont réalisa que c'était un formidable sujet d'expérience. Ça a dû faire plaisir au jeune Alexis Saint-Martin. Mais c'est vrai qu'à cette époque, on était quand même relativement curieux de savoir comment fonctionnait l'intérieur du corps. Voici le récit de son expérience réalisée le 7 août 1825. À 11 heures, après avoir fait jeûner le jeune garçon, jeûner c'est ne pas manger, donc il l'a fait jeûner pendant 17 heures, je pris environ 30 grammes de suc gastrique pur, c'est-à-dire le liquide produit par l'estomac. Je pris un morceau de bœuf, donc vous voyez, il fait couler donc, le liquide depuis la perforation par un tube, par un tuyau, dans un petit récipient. Je pris un morceau de bœuf bouilli et le mis dans le suc gastrique. Je bouchai le tube et le plaça dans une casserole pleine d'eau à 37 degrés. À 21 heures, la totalité de la viande était digérée. Donc il a fait le prélèvement à 17 heures, il a mis 30 grammes, donc avec 30, il a fait un prélèvement de 30 grammes de suc gastrique à 17 heures. Et à 21 heures, le morceau de viande qui était placé dans le suc gastrique a disparu. J'introduisais également dans l'estomac, par la perforation, un morceau de bœuf bouilli.
Donc ça veut dire qu'il va faire rentrer le morceau de bœuf bouilli par le petit trou de l'estomac. Hein. Bon appétit pour ceux qui adorent ce genre de choses. Et je constatais 2 heures plus tard que la digestion avait eu lieu. Ça veut dire que là, il montre aussi que les aliments cuits se digèrent mieux. Voilà, d'où l'intérêt de bien faire cuire parfois, et aussi ça tue les parasites la cuisson. Alors 2 questions ici pour cette expérience. Précisez pourquoi les tubes sont placés dans une casserole ou un fourneau à 37 degrés. Ah, bonne question. Ensuite, schématiser l'expérience qu'aurait dû faire Beaumont pour être sûr que c'est bien le suc gastrique qui est à l'origine de la digestion de la viande. Je vous arrête la vidéo, je vous laisse chercher, vous faites ça au brouillon sur votre cahier et vous remettez la vidéo pour la réponse. Correction. Alors, on met les tubes à 37 degrés pour reproduire la température du corps, parce que les sucs gastriques doivent sûrement agir à 37 degrés. Ensuite, voici l'expérience qu'aurait dû faire William Beaumont, c'est donc le tube témoin ou le terme de comparaison. Il aurait dû prendre donc un tube en verre, mettre de l'eau dedans à la place du suc gastrique, d'accord, mettre la viande à l'intérieur et placer ça dans une casserole d'eau à 37 degrés. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2 à la casserole alors qu'il n'y en a qu'une, d'accord. Voilà, donc c'est le terme de comparaison tube témoin qu'il aurait dû faire. Voilà donc pour la correction. Bilan de tout ça, là vous écrivez, vous voyez, donc c'est obligatoire sur votre cahier, il y a le petit logo. Depuis les travaux de scientifiques, donc de Borelli, Réaumur ou encore Spallanzani, nous savons que la digestion consiste en une transformation mécanique des aliments. Sous l'action des dents et des mouvements de brassage de l'estomac, ils deviennent plus petits. Mais ils subissent aussi une transformation chimique, sous l'action de sucs digestifs qui découpent les aliments en éléments visiblement directement utilisables par nos cellules. C'est ce qu'on appelle les nutriments. Voilà donc quelques expériences qui ont permis d'aboutir à ce qui vous paraît évident aujourd'hui, mais qui est quand même le résultat de beaucoup d'expériences, vous voyez, assez difficile peut-être à lire, hein, qui ne tenait pas compte non plus peut-être du bien-être animal, mais en tout cas, c'est grâce à ça qu'on sait aujourd'hui ce qu'est la digestion. Je vous remercie. Si vous avez des questions, c'est en Pronote.